Dans cette vidéo, on va voir comment appeler une API en C#. Ici, donc il y a un petit projet démo que j'ai conçu pour faire ce tuto, donc avec ASP.NET Core. Je vous montre les classes modèles, voilà, donc cours, voilà, en anglais, et étudiants. Un cours, il peut avoir plusieurs étudiants, et un étudiant est là, peut s'inscrire à plusieurs cours, voilà, donc c'est une relation many-to-many. Je vous montre ici la base de données, donc on a une table cours, une table étudiant et la table d'association cours étudiant qui permet de relier les cours et les étudiants. La base de données a été générée via Entity Framework en optant pour l'approche Code First. Donc voilà le contexte, on a les deux DB7 cours et étudiants. Dans appsettings.json, on a la connection string, voilà, c'est en local et j'utilise SQL Express. On a également une autre couche qui s'appelle DTO. DTO, ça veut dire Data Transfer Object. On va pas exposer au client des objets de type modèle, cours ou étudiant, mais on va plutôt exposer des objets de type DTO, Data Transfer Object. Cette couche DTO permet tout simplement de contrôler ce qu'on va exposer au client. Il y a certaines données de notre modèle qu'on va pas exposer. Voilà, peut-être si ce sont des données internes, comme la date de création, la date de modification, un mot de passe, ainsi de suite. Et ça permet également d'optimiser les performances quand on retourne uniquement les données nécessaires. Dans cette couche DTO, on peut avoir des validations. Un autre avantage, si le modèle change, ben ça ne va pas impacter le DTO. Il y a une séparation entre ces deux couches. Quand un client appelle une fonctionnalité de notre API, par exemple, il demande de récupérer la liste des étudiants ou la liste des cours, on va du coup donc récupérer dans la DB la liste des cours, ensuite faire un mapping sur base des cours, créer une liste de cours DTO et retourner la liste des cours DTO. Donc il y a un mapping qui va se faire. Donc, pour chaque cours, on va créer un cours DTO. Donc ce mapping, on le fait via Automapper. Automapper, c'est une bibliothèque qui facilite le mapping. On a une source et une destination. Dans ce cas, par exemple, Automapper a besoin d'une configuration pour faire le mapping. Voilà, ici, j'ai ajouté un dossier qui s'appelle Mapping Configuration et une classe Mapping Profile. Voilà, qui hérite de profile. Profile, donc c'est une classe appartenant, vous voyez ici le namespace automapper.profile qui permet d'avoir une configuration concernant le mapping, c'est-à-dire quelles sont les sources, quelles sont les destinations, est-ce qu'il y a des règles à appliquer, ainsi de suite. Ça c'est la source et ça c'est la destination. Donc on peut obtenir un étudiant DTO sur base d'un étudiant et vice versa. Idem pour les cours. Donc, je vous montre maintenant la couche contrôleur. Ici on a un contrôleur donc qui gère les cours. Comme dépendance, le contrôleur utilise le contexte, voilà qu'on a vu, et Automapper pour justement faire le mapping entre cours et cours DTO. Concernant les différentes opérations, donc voilà, le contrôleur expose plusieurs opérations. On a ici get, donc obtenir tous les cours, obtenir un cours sur base de son ID, put, donc mettre à jour un cours sur base de son ID, post, créer un nouveau cours, et delete, supprimer un cours. Alors, il y a un truc que je voulais montrer également. Quand j'ai créé ce projet, donc fichier nouveau, projet, suivant, ici tout simplement, lors de la création, il faut cocher activer la prise en charge d'OpenAPI. Voilà, activer la prise en charge d'OpenAPI entre parenthèses Swagger. Quand on coche cette option, dans programme.cs, il y a la configuration du Swagger qui a été effectuée.
Voilà, vous voyez ici, par exemple, cette ligne permet d'ajouter Swagger au conteneur d'injection de dépendance du framework ASP.NET Core. Ce service est responsable de la génération du document Swagger JSON, que je vous montrerai après. Ce document est généré automatiquement à partir des contrôleurs et des actions de l'API qu'on a vu. On voit également ici, si on est dans l'environnement de développement, il y a ici deux middleware qui ont été ajoutés. UseSwagger permet de configurer l'application donc pour servir le document Swagger JSON, donc le document dont je vous ai parlé, qu'on va voir après. Et UseSwagger UI, c'est une interface utilisateur web interactive qui permet aux développeurs de visualiser et de tester les points de terminaison, donc les endpoints de l'API, directement depuis le navigateur. On va exécuter pour vous montrer. Donc voilà, ça c'est les différentes endpoints. Donc on a obtenu la liste création de cours, obtenir un cours sur base de son ID, modification et suppression. Ça c'est les schémas. Le schéma c'est tout simplement les données qu'on va échanger, voilà, qu'on va utiliser dans les différentes méthodes. Ici c'est cours DTO. En ce qui concerne le fichier JSON, il est là, donc on clique dessus. C'est sur base de ce fichier qu'on va générer le client en C#. Voilà, donc ici le document voilà, décrit les différents endpoints, les différentes opérations. On a également la version, donc OpenAPI. OpenAPI c'est une spécification, voilà, c'est un standard qui permet de décrire une API. Ça permet tout simplement de générer des clients automatiquement, d'avoir un moyen standard d'exposer des données et de les consommer. La version ici, donc c'est la 3.0.1. Ça c'est des informations concernant notre projet, donc le nom et la version. Et puis on a les différents chemins, les différents endpoints qui sont disponibles, donc les différentes opérations, les méthodes HTTP. Et également donc les données, donc les schémas. Ici on utilise un cours DTO pour échanger des données sous format JSON entre le client et le serveur. Donc ce fichier contient toutes les informations nécessaires pour implémenter un client. On voit le type de réponse d'ailleurs, voilà, ainsi de suite. Maintenant, on passe à l'implémentation côté client. Ici, j'ai un projet de type ASP.NET Core MVC. Voilà, c'est ce projet actuellement accède à la base de données, à la même base de données que l'API. Le but, c'est que au lieu d'accéder à la base de données, on va appeler l'API et récupérer les données et les afficher au niveau front. Donc, c'est un projet de type MVC, donc ASP.NET Core MVC. On va utiliser ce projet pour consommer l'API, mais il y a d'autres manières aussi de créer des clients. Donc ça peut être des projets de type DLL, ça peut être un projet de type donc une application de bureau, que ce soit WPF ou WinForms. On peut consommer avec d'autres technos comme au framework comme React ou Angular, ainsi de suite. Ici donc c'est un projet de type ASP.NET Core MVC. On a la couche modèle voilà, actuellement, donc on a un cours et un étudiant puisqu'on accède directement à la base de données. On a une couche contrôleur, donc le contrôleur qui gère les cours permet tout simplement de gérer donc la logique métier, de gérer les requêtes de l'utilisateur et lancer la bonne vue donc qui correspond à la requête. On a une couche view contient donc les vues nécessaires à la gestion d'un cours, voilà, à l'affichage index, l'affichage des listes, à l'affichage d'un cours, la création et ici donc la mise à jour et la suppression. J'exécute rapidement pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. Et ici on a les cours. Donc actuellement on a 2 cours. On peut consulter les détails. Voilà. On peut modifier. On
créer un nouveau cours. Voilà. Test. Et on peut le supprimer. Parfait. Voilà, donc actuellement le contrôleur utilise le contexte ici pour accéder à la base de données. Vous voyez, contexte pour obtenir la liste des cours et qu'on retourne à la vue. Dans ce cas-là, c'est la vue index. Vous voyez, on retourne pas à la vue des cours, mais on retourne un cours view modèle. C'est un peu le même principe qu'on a vu côté backend. C'est qu'on retourne pas un objet de type modèle, donc cours à la vue, mais on passe via une couche intermédiaire. Ça permet tout simplement de contrôler ce qu'on va exposer à la vue pour des raisons de sécurité, pour des raisons de performance, ainsi de suite. Donc il y a cette couche ici, couche view modèle, ici cours view modèle, étudiant view modèle également. Donc maintenant ce qu'on va faire au niveau contrôleur, au lieu d'utiliser le contexte et d'accéder à la base de données directement, on passe par l'API, le backend. On va pas accéder directement à la base de données, mais on appelle notre API ici, par ici, voilà, pour récupérer la liste des cours. Ça permet d'avoir, voilà, donc un front et un back. Il y a différents outils qui permettent de générer du code C# pour appeler des API REST, comme par exemple Answag ou AutoRest, il y en a d'autres. Donc ici, on va utiliser un outil qui est déjà intégré à Visual Studio qui s'appelle Answag. Alors, dans Connected Services, ici, on fait un clic droit, gérer les services connectés. Et vous voyez ici, référence de service, on peut ajouter une référence. Ce sera du coup du type OpenAPI. Suivant. Voilà, ici, il nous demande d'indiquer le fichier JSON tout simplement, voilà, l'URL. Si on l'a en local également, on peut le mettre ici. Alors, en termes de namespace, on peut garder ce que nous a proposé. C'est le même que le nom du projet. Ensuite, on va indiquer le nom de la classe pour le code généré. Donc, on va l'appeler School API Client. Voilà. Suivant. Terminé. Ajout réussi. On ferme. Voilà. Donc ici, on peut consulter le code, voir le code généré. Le fichier donc s'appelle Swagger Client. Ouvrir le dossier. Et l'outil a mis le fichier dans le dossier objet. Il a également ajouté un dossier qui s'appelle OpenAPI et il a créé un fichier qui s'appelle swagger.json et ce fichier tout simplement c'est la version actuelle de notre swagger.json. Avant de vous montrer le code, je vais juste vous montrer comment mettre à jour le client quand on a des changements côté backend. Voilà, ici c'est le backend, c'est notre API. J'arrête l'exécution. On va donc contrôleur. Voilà, il y a cette méthode que j'ai déjà préparée qui permet de récupérer les cours d'un étudiant. On va tout simplement l'ajouter. Donc voilà.
on va relancer et voyez actuellement on a la méthode qui permet de récupérer les cours par étudiant. Donc du coup au niveau client on va mettre à jour. Voilà, tout simplement actualiser. Mettre à jour la référence du service en téléchargeant la dernière version. Donc oui, la dernière version, donc elle est là, je vais vous la montrer. Et on voit que voilà la méthode opération obtenir les cours par étudiant, elle est incluse dans le fichier. Donc oui, mettre à jour. Parfait. Donc ça c'est le code généré. Donc, je vais copier seulement. Voilà, et on voit que la mise à jour a été effectuée du code généré. Donc en ce qui concerne le code généré, voilà l'outil qui est utilisé, donc c'est Nswag qui est intégré avec Visual Studio. Donc ça c'est la version, voilà. Donc la classe elle s'appelle School API Client, donc le nom qu'on a donné, et elle contient donc l'URL de base. Voilà, lors de l'instanciation, on va assigner donc la bonne URL, donc on va mettre dans le fichier de configuration. Donc il y aura l'URL de base. L'URL de base tout simplement c'est cette URL là. Voilà. Ici donc je suis en localhost, voilà 7033 le port. C'est ce qu'on appelle URL de base. Ensuite, on a une dépendance donc qui est de type HTTP client. Donc c'est une classe qui permet d'envoyer des requêtes HTTP et recevoir des réponses HTTP. Elle est utilisée pour communiquer avec l'API. Ici, donc au niveau du constructeur, on initialise l'URL et également la classe HTTP client. Donc cette classe qui a été générée contient également plusieurs méthodes asynchrones pour effectuer différentes opérations sur l'API, donc get, post, put, delete. Donc on va voir qu'il a généré la méthode pour récupérer la liste des cours, la méthode pour créer un cours, pour récupérer un cours sur base de son ID, pour mettre à jour un cours et pour supprimer un cours, et également pour obtenir les cours d'un étudiant. Voilà, tout simplement, il a généré des méthodes, voilà, qui correspondent aux différentes opérations qui se trouvent ici, tout simplement. On va le voir ici, donc dans le fichier. Voilà, par exemple, ligne 57. Il y a la méthode qui retourne tous les cours. Voilà, donc voilà, en fait, cette méthode elle appelle une autre méthode. C'est juste en fait on a la possibilité en fait d'ajouter aussi un token quand le client appelle le backend. On peut définir ce qu'on appelle ici donc un token d'annulation. On peut dire par exemple après 1 minute voire moins, après quelques secondes, si on n'a pas eu la réponse, on coupe, voilà, donc on arrête l'appel. Voilà, c'est une manière de gérer tout simplement les appels asynchrones. C'est le même principe pour les autres méthodes. Voilà, ici c'est obtenir la liste, mais les autres méthodes fonctionnent de la même manière, que ce soit la création, la modification, la suppression. Donc on clique, on va voir cette méthode. Voilà, tout simplement, dans la première partie, on construit l'URL. On a vu que ça c'est l'URL de base.
Et puis pour récupérer la liste des cours, on ajoute tout simplement l'URL de base appuyé /courses. Voilà, donc les cours. Ensuite, on crée ici donc la requête. Voilà, request message. C'est une méthode de type get. Et puis on a ici send, donc c'est ici qu'on voit la requête à l'API. Donc la requête elle est là. Et ensuite ici on gère la réponse. Le statut on vérifie s'il est à 200, donc tout est ok. Dans ce cas-là on récupère la réponse sur base de cette méthode qui a été aussi ajoutée dans cette classe. Bon, je peux vous montrer. Voilà. Tout simplement, lier la réponse en utilisant le framework Newton Soft. Voilà, elle va désérialiser l'objet parce qu'on va obtenir une réponse HTTP donc qui est de type JSON, la liste des cours, et grâce à ce framework, on va utiliser ce framework Soft. Voilà, ici c'est une classe statique qui a une méthode deserialize object qui permet de désérialiser ce qu'on a reçu pour obtenir une liste de cours donc en C#. Alors, je vous montre également brièvement la méthode post. Voilà, c'est toujours le même principe. On construit l'URL ici. On crée une requête. Elle est de type post. Et puis, idem, voilà, ici, donc on envoie la requête. On stocke la réponse ici. Et puis, on gère la réponse. Alors, il y a un truc, j'ai oublié d'en parler. Donc, quand on appelle le serveur, quand on appelle l'API, sur base des objets C#, on va créer l'objet sous format JSON à envoyer au serveur. Donc, ça s'appelle la sérialisation. Donc, objet C# vers JSON, donc sérialisation, on va utiliser cette méthode qui se trouve dans la classe JSON Convert de framework Newton Soft. Quand on reçoit la réponse sous format JSON, je vous montre ici la méthode à utiliser. Voilà, donc on gère la réponse ici. Et voilà, elle s'appelle, on va faire de la désérialisation. C'est-à-dire sur base de la réponse qu'on a reçue de l'API, donc sous format JSON. Ici c'est l'objet qui a été créé, donc le cours qui a été ajouté. On reçoit du JSON et on va créer, bon ici c'est un type générique, mais dans ce cas-là, c'est un objet de type, voilà, donc DTO, voilà, c'est un cours. Voilà en gros comment ça fonctionne, la sérialisation et la désérialisation qu'on a implémenté grâce au framework Newton Soft qui a été téléchargé via NuGet lors de la génération du code Answike. On a vu deux méthodes, tenir tous les cours, créer un cours, et il y a également les autres, donc par exemple put, voilà, c'est le même principe, delete, voilà, c'est le même principe. Donc appsettings.json, on ajoute des informations concernant notre API, donc voilà, l'URL de base, donc ça c'est un nom arbitraire qu'on donne à notre voilà, l'URL. Ensuite, dans programme CS, voilà, on peut le faire ici par exemple, on va récupérer l'URL, donc on a ajouté dans appsettings.
Ensuite, on ajoute comme service voilà, donc c'est notre client ici, il s'appelle School API Client. Il y a deux paramètres, il y a l'URL et on instancie un HTTP client. Maintenant, on ajoute notre client au niveau du contrôleur. Voilà, comme dépendance. Et idem, on l'injecte au niveau du constructeur. Voilà, il le propose. Dans la méthode index, on va utiliser notre client pour récupérer la liste des cours au lieu de contexte. Donc ça, on met en commentaire. Ce sera dit DTO. Donc c'est une méthode asynchrone de notre client. Qui s'appelle, voilà, on a ici all courses all asynchrone. Au niveau de la vue, on va retourner des vieux modèles. Voilà, pas des cours directement, donc des cours vieux modèles. En ce qui concerne l'existant, donc il y avait un mapping entre cours et vieux modèle parce que cette application accède directement à la base de données. Donc on a ici un modèle court et on a vieux modèle court. Et du coup, il y a au niveau mapping, configuration mapping, on a défini ici un mapping court et vieux modèle. Mais nous, quand on récupère au niveau backend, on récupère pas des cours directement, mais des cours DTO qu'on va transformer en vieux modèle. Donc on a besoin ici de définir un mapping. Donc ce sera ici cours DTO. Voilà, il le trouve. Donc DTO qui a été généré, qui se trouve dans le client. Je vous montre ici le client. Voilà, ici il y a la Swagger Client, le fichier qui a été généré. On fait une recherche cours DTO et voilà, il est là. Donc, on a généré une classe sur base de fichier JSON. Je clique sur cette classe et vous voyez, voilà, c'est une classe qui a été générée. Donc, au niveau de notre contrôleur, ici, du coup, c'est une liste des cours DTO. On obtient une liste de cours vieux modèles sur base de cours DTO qu'on a récupéré à partir du backend, en appelant ici le backend. Et puis on retourne, voilà, donc la liste des vieux modèles à la vue. Alors, en ce qui concerne les détails, pour consulter les détails d'un cours, c'est le même principe, donc on ne le récupère pas à partir de la base de données, donc ça sera en commentaire.
mais on le récupère. Voilà, je prends ça à partir du back-end. Ce sera un cours puisqu'il y a son ID et la méthode coursier méthode. On voit qu'il y a get ici, data synchrone, et en paramètre on doit mettre l'ID qu'on a reçu ici. Voilà. Alors du coup c'est quoi DTO ici pour le mapping, on récupère un vieux modèle à partir du code DTO et on sera retourné le vieux modèle à la vue. Maintenant, on va implémenter la création d'un cours. Donc ça, on n'a pas besoin. Ici, donc c'est un cours DTO. On modifie également ici. Ensuite, voilà, c'est un peu le même principe ici. Du coup, ça sera post. Voilà, c'est post. Et comme paramètre, c'est le code DTO qu'on a ici. Lors de la création de l'appel de cette méthode, il nous retourne le cours qui a été ajouté à la base de données. Donc on peut le retourner à l'utilisateur ou bien rediriger directement vers la page d'accueil. Bon, on peut laisser comme ça. Mais de toute manière, si on veut afficher les informations qui ont été insérées à l'utilisateur, qui ont été créées, notamment l'identifiant, parce que ici lors de la création il n'y a pas d'identifiant. C'est par contre ce qu'il nous retourne, on aura un ID. Donc voilà, si on souhaite retourner ces informations utilisateurs, on peut utiliser le code DTO ici. Ensuite, edit. En ce qui concerne la modification, on va retourner le cours à modifier à partir de l'API. Donc c'est le même principe ici, voilà, donc get. Voilà, sur base de l'identifiant, parce que avant de modifier un cours, on doit d'abord le récupérer. Ensuite, l'utilisateur il effectue la modification et puis il poste, voilà, il envoie les informations pour la mise à jour. Donc c'est le même principe que la création, donc ça on n'a pas besoin. Donc ici ce sera cours DTO. Voilà, le même principe, mais ici c'est put. Sauf que lors de la mise à jour, put ne retourne pas
Oui, on doit aussi mettre aussi l'ID. Il est là. Voilà. Alors, en ce qui concerne le delete, c'est le même principe que la modification. On récupère d'abord le cours à modifier, à supprimer. Voilà, comme ici. Bon, ça, on n'a pas besoin. Alors, on peut ajouter bien sûr des validations, hein, donc pour valider si c'est l'identifiant est correct, tout ça. Donc, voilà. Ensuite, lors de la confirmation de la suppression, voilà, ici on récupère le cours à supprimer pour vérifier qu'il existe avant d'effectuer la suppression. Voilà, la récupération. Et puis, si le cours existe, on le supprime. Voilà, delete. Donc ça, on n'en a pas besoin. Voilà. On fait des tests pour vérifier si ça fonctionne. Donc on met un breakpoint ici. Donc au niveau front et également au niveau back. Clique sur la liste des cours. Donc on arrive bien. On est au niveau back-end. Voilà. Et donc il y a la liste qui a été retournée. Ça contient 2 cours. Continuer. Voilà, là on est au niveau front. Continuer. Et voilà, donc on obtient les cours à partir du backend, donc via le backend. Détail. Voilà. J'enlève le breakpoint. Alors, ouais, il y a aussi un breakpoint au niveau front. Continuer. On va ajouter un autre nouveau cours. Alors, le cours il a été créé, mais il y a une erreur. En fait, tout simplement, je vous montre au niveau du code. Alors là, on est donc dans le code généré, donc Swagger Client. Ici, la méthode de création, je vous montre ici en bas. Il y a une vérification qui est effectuée. Donc on vérifie le statut qui a été retourné par la réponse HTTP. Si c'est 200. En fait, lors de la création, c'est pas 200, mais plutôt 201. Voilà, le code, l'outil qui a généré ce code a utilisé 200, mais l'API nous retourne 201. Voilà, je vous montre ici les différents codes. 200, donc la requête a réussi, et 201, la requête a réussi, et une nouvelle ressource a été créée en guise de résultat. Voilà ce qui sera retourné en fait tout simplement lors de la création. En ce qui concerne put et delete, il n'y a pas de contenu à envoyer dans cette requête. Voilà, on
lance une mise à jour ou une suppression. C'est 204 qui sera retourné. Donc dans le document swagger.json, en fait, on voit ici donc quand on récupère la liste des cours, le code c'est 200 qui est retourné, c'est bon. Ici, en ce qui concerne post, ça c'est pas bon, donc ça doit être 201. Get, ça c'est bon. Idem, donc ça c'est get. Ici c'est put, donc ça doit être 204, puisqu'il n'y a pas de contenu qui est retourné, donc c'est 204 ici. Delete, idem, c'est compute, donc ça doit être 204. Ça c'est bon. L'outil, quand il génère le code, ben, il se base sur ces codes-là, c'est pour ça qu'il génère le code 200 en ce qui concerne post. Idem pour put et delete, donc on va corriger. Alors, pour régler le problème, donc au niveau de l'API, on va ajouter dans la méthode post un attribut. Donc, en ce qui concerne post, on retourne 201. Donc, put, ça sera 204. Donc, idem pour la suppression. On relance. Voilà, maintenant, ça retourne bien 201 en ce qui concerne post. Voilà. Donc, on met à jour le client. Voilà, on a bien 201. Voilà, donc lors de la création, 204. Lors de la mise à jour, idem pour la suppression.
On régénère la solution. On relance. Cours. Voilà, nouveau. Git. Voilà, désormais ça fonctionne. On modifie. Test unitaire. On supprime. Voilà.